Nous sommes dans le grand angle. C'est la seconde partie de cette matinale de géopolitique profonde. Et nous avons la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir deux invités en même temps, parce qu'ils se connaissent bien, parce qu'ils travaillent ensemble. Et je les salue tout de suite, le général Henri Roure. Bonjour, mon général. Bonjour, monsieur Stocker. Et bonjour à vous et bienvenue donc dans cette matinale. De même, Patrice Magneron. Donc, comme nous le Bonjour. disions, bonjour Patrice et bienvenue donc dans cette matinale. Je rappelle quelques petits éléments vous concernant. Hein, ce n'est pas qu'on ne vous connaît pas, mais en tout cas, c'est toujours bien de le rappeler. Général Henri Roure, officier général, Saint-Cyrien, et breveté de l'enseignement militaire supérieur. Vous êtes docteur d'État en sciences politiques, ce qui vient ajouter un élément important sur, je dirais, votre CV. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans les troupes de marine, des ouvrages importants, dont je crois le dernier en date aux éditions Sigest, Dieu n'a pas béni l'Amérique, les mauvaises manières d'un empire en perdition. On rappelle aussi le patriotisme français est un humanisme. Donc, je vais peut-être, et après je redirai quelques mots concernant Patrice Magneron, je vais peut-être, mon général, déjà vous poser la première question. Le thème général de l'émission, évidemment, d'abord la tension géopolitique. Cette tension géopolitique, elle peut s'expliquer pour partie, évidemment, par le bellicisme de certains, des Européens, mais aussi des néoconservateurs américains. Vous écriviez dans votre livre Dieu n'a pas béni l'Amérique. On pourrait dire aussi qu'elle n'a pas béni Macron. Et que quand on voit ce qui aujourd'hui se profile à l'horizon, il y a quand même quelques inquiétudes à avoir. Donc j'aimerais déjà, mon général, avoir votre ressenti, et pas ressenti, votre analyse plutôt, sur la situation géopolitique en Europe. Alors, évidemment, pour le moment, on est dans une situation extrêmement confuse parce que il y a des élections présidentielles qui ont eu lieu aux États-Unis et on se prépare. Enfin, quand je dis on, c'est l'ensemble des dirigeants du pseudo-Occident qui se préparent à ce changement qui va aboutir apparemment à une modification de l'attitude des États-Unis à l'égard de la Russie et en conséquence à l'égard de l'Ukraine. Alors, que se passe-t-il? C'est vrai que nous avons des bouts de feu en Europe. Mais derrière tout ça, il y a quand même les intérêts de ce que j'appelle la caste et que d'autres peuvent appeler par d'autres noms, hein, l'État profond, etc., etc. Il y a des intérêts qui sont des intérêts géopolitiques, bien sûr. On peut faire l'analyse de la Russie en tant qu'ennemi désigné des États-Unis en succession de l'URSS. La Russie d'aujourd'hui, sans provocation de ma part, n'a rien à voir avec l'URSS, qui était effectivement l'ennemi de ce qui, à l'époque, pouvait encore s'appeler l'Occident. Il y a donc des intérêts géostratégiques, et il y a des intérêts économiques. Vous savez que l'Ukraine, c'est un secret pour personne, c'est une fabuleuse terre à blé, c'est une fabuleuse terre pour différents minerais. Et puis, si je reprends l'aspect géopolitique, si on s'appuie sur les études, les idées de Mackinder ou de Spykman, l'Ukraine, c'est le genou, ou c'est la rotule, plus exactement, de l'Europe, qui permet de contrôler l'ensemble, cette vaste terre que l'on appelle l'Eurasie. L'Europe n'étant après tout que l'appendice de cette énorme masse continentale. Un Donc, isthme. détenir l'Ukraine, c'est l'État profond, comme disent certains, détient déjà l'Europe. C'est une banalité. Mais il y avait encore un manque avec cette partie de l'Europe centrale qui devait permettre de contrôler la Russie. Or,
les choses ne se sont pas passées comme prévu, comme les États-Unis l'avaient imaginé. Il fallait disloquer la Russie pour cerner, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, pour cerner l'ennemi futur qui est la Chine. Hein. Vous savez, bon, il y a dans le Pacifique, vous avez les flottes états-uniennes, vous avez le Japon, vous avez un certain nombre de possessions déjà états-uniennes et après tout la côte est des États-Unis. Et il fallait enserrer la masse chinoise. Donc, il fallait détruire la Russie et ça avait été envisagé par certains de la fractionner en 2 ou 3 États qui auraient été des protectorats évidemment états-uniens. Et la Russie, à ce moment-là, nettement affaiblie, aurait pu être pas absorbée, mais collaborer avec une Europe soumise. Voilà où on en est aujourd'hui. Et cette idée, déjà, a eu du plomb dans l'aile avec la réaction de la Russie, hein, qui a fait preuve de beaucoup de résilience, et plus que de la résilience, parce qu'elle est redevenue une puissance majeure, aussi bien au plan économique qu'au plan militaire, évidemment, et ce que l'on attendait de l'Ukraine ne s'est pas produit. L'Ukraine est en voie d'effondrement, et c'est bien parce que les Russes sont économes de leurs forces qu'elle n'est pas complètement détruite. Donc, les États-Unis et les Européens, dont vous parliez il y a quelques instants, sont dans une situation très, très délicate parce qu'il faut qu'ils changent de façon de faire, ou en tout cas de vision, et qu'ils acceptent d'une manière ou d'une autre ce qui, quand on regardera d'ici quelques années cette période, donc avec le recul suffisant, ce qui est une défaite. C'est pour nous qui analysons la situation, c'est une défaite. Voilà ce que je peux dire globalement pour cette situation aujourd'hui. Merci mon général. Je vais vous poser une deuxième question et puis après je viendrai vers Patrice Magneron. On finira de toute façon sur la situation géopolitique, mais il faut qu'on fasse un long détour. On a le temps, on va pouvoir échanger le temps qu'il faudra. Je rappelle ce livre qui pour moi est essentiel, qui est Dieu n'a pas béni l'Amérique, les mauvaises manières d'un empire en perdition. Permettez-moi d'en lire le début du 4e de couverture. Pays à l'ambition, en parlant de l'Amérique et les États-Unis, démesuré, né de la certitude de ses premiers habitants de détenir une destinée manifeste et d'être le nouveau peuple élu, les États-Unis ont imposé progressivement leurs lois et leurs démesures à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout après l'effondrement de l'URSS. Croyant désormais ne plus avoir d'adversaires à leur dimension, ils ont provoqué guerre sur guerre, créant partout le chaos succédané de la victoire. Cette hégémonie est aujourd'hui de plus en plus récusée. Alors, de tout ça, on est bien d'accord. Est-ce que, selon vous, mon général, l'élection de Donald Trump rend le constat que vous avez fait, faut-il le réviser, le modifier? Y a-t-il un espoir pour l'Amérique avec Donald Trump, ou est-ce excessif que de le penser, d'un sursaut américain? Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, qui, elle, est en rapport justement avec la géopolitique mondiale, est-ce que cette période intermédiaire jusqu'au 20 janvier et l'accession du président élu à la Maison-Blanche, Donald Trump, est-elle la période de tous les dangers? Alors, pour répondre à votre première question, l'arrivée de Donald Trump, à mon avis, au plan international, ne changera pas grand-chose. Les États-Unis restent une puissance majeure, et ça fait un siècle, même un peu plus, qu'elle caracole en tête des nations. Et l'évolution que l'on peut espérer prendra du temps. Je fais allusion évidemment à ce que l'on appelle les BRICS. Vous savez qu'il y a eu récemment une réunion à Kazan en Russie, et cette réunion a montré une fois encore cette volonté d'un certain nombre de pays de se débarrasser de
comment dire, l'influence trop importante des États-Unis dans les affaires du monde. C'est ce qu'on appelle le multilatéralisme, bien sûr, et je ne pense pas, très sincèrement, que M. Donald Trump puisse aller contre ça. D'autant moins que la monnaie, vous savez que la puissance des États-Unis repose principalement sur une armée pléthorique, dont on peut parler si vous voulez, hein, plus tard, et puis sur la domination de la finance internationale avec le dollar. Or, le dollar est contesté. Il est contesté. Je prends un simple exemple. Vous savez, l'Arabie saoudite a été finalement un protectorat des États-Unis pendant des lustres. Et l'Arabie saoudite a accepté, alors que le pétrodollar était né des relations avec les États-Unis et l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite a accepté d'être payée en monnaies diverses, en roubles, en yuan. Ça, c'est extraordinaire. C'est une défaite pour les